Vendredi 30 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce jour, commençons par la météo. Le cyclone Fiti devrait toucher terre cette nuit, notamment ce soir ou tôt samedi matin entre Tambourane et Soualal, selon les prévisions du service de la météorologie. Le système se renforce rapidement et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical intense avec des vents dépassant les 120 km/h et des rafales supérieures à 150 km/h avant son entrée sur Terre, d'après les explications fournies. Reportage. Le système dépressionnaire qui sévit dans le canal de Mozambique s'est intensifié et a été baptisé Fiti, selon le communiqué publié ce jour par le service de la météorologie. Son centre se situe à environ 226 km au nord-ouest de Bessalampi. Les vents associés ont atteint 100 km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km/h près du centre. Le phénomène se déplace vers l'est, légèrement vers l'est-sud-est, à une vitesse de 7 km/h. Il se rapproche de la côte nord-ouest et devrait toucher terre dans la nuit de ce vendredi ou au matin de samedi entre Tambourane et Soualal. Il est prévu qu'il traverse l'intérieur du pays tout au long de la journée de samedi avant de ressortir en mer dans la région Antsnan dimanche. Le cyclone se renforce rapidement et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical intense avec des vents supérieurs à 120 km/h et des rafales dépassant les 150 km/h avant son entrée sur Terre. Les régions Bouén, Melak et Betsbouk ont été placées en alerte jaune. Une vigilance verte a été émise pour les régions Bunglav, Ita, Senalamang, Alochamangour, ainsi que pour le district d'Ambatulampi. Toujours autour de ce mauvais temps, les précipitations devraient s'intensifier au cours des 2 prochains jours, selon le rapport publié aujourd'hui par l'APIPA, ou Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive, vers 10 h ce matin. Une alerte rouge est ainsi déclenchée pour la région Betsbouk et les districts d'Analalav, Bourzine et Mampkouni. Une alerte jaune concerne les régions Betsbouk, Analamang, Alochamangour, Analanzrufu, Atsnan, Navatvunan, ainsi que les districts d'Antsui, Befandinavar, Djamantsar et Fenorif-B. Les détails avec Fena Hakotorsoul. En raison de la présence de cyclone Fiti dans le canal de Mozambique, les pluies orageuses devraient s'intensifier davantage dans les régions du nord-ouest de l'île. Le phénomène s'étendra progressivement sur les eaux de terre et la partie centre-est du pays d'ici la fin de la semaine. Les cumuls de précipitations enregistrés ce vendredi 30 janvier 2026 varient entre 60 et 120 mm pour la région Betsbouk et les districts d'Analalav, Bourzine, Mampkoun, Antsui, Andilamen, Befandjinavarach et Manchtar. Des conditions similaires sont prévues pour demain samedi 31 janvier 2026 dans les régions Analamang, Alochamangour, Analanzrouf, Antsnanan, Vadvav, ainsi que dans les districts d'Antsui, Befandjinavarach, Manchtar et Fenorif-B. La PIPA a mis en garde la population contre les risques de crues des rivières, des glissements de terrain, de dégradation des routes dans les zones vulnérables, ainsi que contre les stagnations d'eau dans les zones sujettes aux inondations. Par ailleurs, la PIPA appelle la population à respecter scrupuleusement les consignes émises par les autorités locales. Toujours autour de ces catastrophes naturelles, Madagascar a besoin d'environ 80,8 millions de dollars pour faire face aux catastrophes naturelles et à la période de soudure verte couvrant les mois de février à avril 2026, selon les déclarations faites hier par le BNGRC. Un appel à l'aide internationale a ainsi été lancé conjointement par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers hier à Anos. Reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal. Selon les résultats de l'analyse menée dans le cadre de l'IPC, cadre intégré de la sécurité alimentaire, le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire dans le sud-est de l'île pourrait augmenter de 27% entre février et avril prochain. Dans le sud de Madagascar, 270 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë nécessitent une prise en charge particulière jusqu'au mois d'avril. Le district d'Ikung est particulièrement préoccupant, avec une hausse de 150% du taux d'enfants atteints de malnutrition sévère aiguë. À cela s'ajoutent les effets de la sécheresse, des cyclones et des inondations. Face à cette situation, Madagascar a besoin de 80,8 millions de dollars pour venir en aide aux populations affectées.
Un appel à l'aide internationale a été organisé hier par l'État en collaboration avec des partenaires tels que l'Union européenne et les organisations de la société civile. L'objectif est d'apporter une assistance efficace et ciblée aux populations touchées en répondant rapidement à leurs besoins fondamentaux. Et le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, a publié aujourd'hui une estimation préliminaire des impacts potentiels liés au passage du cyclone Fiti à Madagascar. Cette enquête présente les principales données chiffrées à connaître sur ce sujet avec Felanara Kotorsoul. Selon l'estimation publiée ce jour, 30 janvier 2026, par les responsables du BNGRC, voici les impacts potentiels du passage du cyclone Fiti à Madagascar. Cette estimation se base sur la trajectoire probable du cyclone, selon les données disponibles à ce jour. Ainsi, 38 districts répartis dans 8 régions pourraient être affectés par le cyclone Fiti. 175 493 personnes probablement sinistrées, soit 40 812 ménages. 41 784 cases probablement inondées, 6 168 cases probablement détruites, 1580 salles de classe probablement endommagées partiellement, 577 salles de classe probablement endommagées partiellement, 176 CSB 1 ou CSB 2 ou hôpitaux probablement endommagés, 26 CSB 1 ou CSB 2 ou hôpitaux probablement endommagés, 10 282 hectares de rizières probablement inondées, et 1843 hectares de rizières probablement détruites. Dans un tout autre sujet, toujours dans la page sociale, parlant à présent de l'épidémie de Mpox. Justement, la variole du singe est bien réelle et ne relève pas de simples rumeurs. De nombreux cas ont déjà été recensés, comme en témoignent les déclarations des patients atteints. Un père de famille fait partie des personnes touchées par le Mpox, également appelé variole du singe, et suit actuellement un traitement à l'hôpital. À travers ce reportage, revenons sur son vécu face à la maladie avec Felanara Kotorsoul. Un père de famille, chauffeur de taxi brousse sur une ligne nationale, a contracté le Mpox et a livré son témoignage. Le 5 janvier dernier, alors qu'il effectuait un trajet retour en direction de Mourndave, les premiers symptômes de la variole du singe sont apparus. Il a d'abord ressenti des démangeaisons, suivi ensuite de l'apparition de boutons. Ce n'est qu'après son travail qu'il s'est rendu dans un centre de santé où le diagnostic a été confirmé. Selon ses déclarations, il ignorait totalement l'existence de cette maladie. Actuellement, ce père de famille poursuit son traitement à l'hôpital Manarapenj Naduta Penag. Il appelle ainsi la population à respecter les mesures de prévention et de protection afin de lutter contre cette maladie. Et parlons justement des statistiques autour de ce virus de variole du singe. Le nombre des cas de Mpox a atteint 554 au 29 janvier 2026, selon le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique. Parmi ces cas, 346 sont des cas suspects et 208 des cas confirmés. Dans ce reportage, retour sur les informations essentielles à connaître concernant l'évolution de cette épidémie de Mpox. Selon les statistiques communiquées hier par le ministère de la Santé publique, 15 nouveaux cas suspects du Mpox ont été recensés au 29 janvier 2026. 7 cas confirmés ont également été enregistrés. Ainsi, le nombre total des cas recensés depuis le début de l'épidémie s'élève à 554, dont 346 cas suspects et 208 cas confirmés. Le taux global des personnes atteintes du Mpox est de 52,26%. Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Mpox dans le pays, la population est continuellement invitée à respecter les mesures barrières dans l'intérêt de tous. Dans la page économique de ce soir, le prix de l'or atteint 5 527 $ l'once, soit 31 grammes sur le marché international. Les achats massifs d'or par les banques centrales, notamment celle de la Chine, ainsi que la baisse de la valeur du dollar expliquent cette hausse du prix de l'or. Les détails avec Ruth Ristel Rakoutmanal. Alors que le prix de l'once d'or tournait autour de 20 $ dans les années 1970, il a commencé à augmenter progressivement entre 1970 et 1980, atteignant 35 à 850 $. Entre 2008 et 2011, le prix est passé de 720 à 1920 $.
De 2018 à 2021, il se situait entre 1180 et 2070 $. Et de 2023 à janvier 2026, le prix de l'or est passé de 1800 à 5527 $. Trois grandes raisons expliquent cette hausse de prix de l'or. Il y a d'abord les facteurs financiers et économiques, notamment l'instabilité économique, l'augmentation du coût de la vie et la dépréciation du dollar. Viennent ensuite les facteurs géopolitiques, les conflits entre pays, l'instabilité politique et les tensions sur le marché international. Le troisième facteur est l'achat de l'or par les investisseurs, surtout en période de crise. La situation actuelle qui entraîne la flambée du prix de l'or est principalement liée à la baisse du dollar, dont la valeur est actuellement de 0,84 € pour $1, ainsi qu'aux achats massifs d'or par les banques centrales et les investisseurs. Concernant le prix de l'or à Madagascar, chez les vendeurs et acheteurs d'or, le prix est d'environ 650 à 800 000 ariars le gramme pour l'achat, tandis qu'il est de 360 à 380 000 ariars le gramme pour la vente. Dans la page politique, depuis le début de ce régime de transition vers la refondation, de nombreuses déclarations contradictoires émanant des responsables du pays ont suscité de vives polémiques au sein de la société. À cela s'ajoutent des décisions prises dans la précipitation sans concertation préalable entre les dirigeants, chacun exprimant publiquement son ressenti une fois devant la population. Le pouvoir est-il trop lourd à porter ou bien la quête de notoriété prime-t-elle sur l'intérêt national? Les réponses dans cet éditorial de Jean-Claude Ndjemalal. Pour rappel, c'est le 11 octobre 2025 que les groupes de militaires du CAPSAT ont fait leur première déclaration annonçant leur prise de responsabilité en tant que dernier rempart face à la crise politique que traversait le pays. Depuis lors, les observateurs sont totalement désorientés par les nombreuses déclarations officielles contradictoires émises dès le début de cette transition vers le renouveau. Le matin du 14 octobre, lors d'une déclaration faite au palais d'État d'Amboitsrouitch, les militaires ayant pris le pouvoir ont annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Madagascar. Quelques heures plus tard, une autre déclaration est venue affirmer qu'aucune institution ne serait dissoute, mais que seul le président de la République et le gouvernement seraient remplacés. Dès lors, l'existence de décisions contradictoires était déjà manifeste. Le 6 novembre, quelques jours après la nomination par la Haute Cour constitutionnelle du président de la transition de la République, ce dernier est intervenu dans une émission spéciale sur la télévision nationale TVM pour annoncer officiellement l'organisation incontournable d'une concertation nationale conduite conjointement par le FFKM et le régime en place. Le président de la transition a insisté sur le fait que cette concertation nationale ne visait à exclure qui que ce soit. Le 10 décembre, la concertation nationale a été officiellement lancée au CCI Ivatu. Toutefois, quelques jours avant cet événement, plusieurs déclarations contradictoires ont été entendues de la part de certains membres du gouvernement, allant à l'encontre totale de la position du président de la transition. Le FFKM avait notamment affirmé que tous les anciens présidents encore en vie avaient été invités, y compris le couple présidentiel Ange Rajoelina. Le porte-parole du gouvernement a immédiatement démenti cette information, affirmant qu'aucune invitation n'avait été adressée au couple Rajoelina, tout en précisant que cette annonce émanait du FFKM lui-même. Qui a donc tort? Le FFKM qui s'est exprimé devant la presse ou le porte-parole du gouvernement? Durant les journées de concertation à Ivatu, certains responsables ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une concertation internationale, mais bien nationale, et que les Oranges et leurs partisans ne devaient pas y participer. D'autres ont soutenu que cette concertation relevait exclusivement de la responsabilité de l'État et non du FFKM. Une question a alors interpellé l'opinion publique. Ces ministres n'ont-ils pas suivi l'intervention du président de la République, affirmant que personne ne devait être exclu de la concertation nationale? Ou ont-ils estimé que leur déclaration publique représentait pleinement la position officielle de l'État? Depuis ces événements, la méthode de gouvernance suscite de nombreuses critiques,
tant les divergences de position étaient perceptibles dès le départ. Le même jour, une rumeur a circulé faisant état d'un départ discret du président de la transition vers Dubaï, information que certains membres du gouvernement ont tenté de démentir. Il a été avancé qu'il se rendait dans un grand centre de réveil spirituel et qu'il n'avait pas assisté à l'ouverture de la concertation nationale afin de laisser davantage de place au ministre d'État de la Transition. Cependant, la vérité a fini par éclater. Le président de la Transition s'est bel et bien rendu à Dubaï quelques jours plus tard. Une nouvelle version officielle a alors évoqué un voyage stratégique effectué dans ce pays. Les déclarations officielles se sont ainsi multipliées dans une confusion totale, au point que les observateurs ne savaient plus distinguer le vrai du faux. De nombreux citoyens ont souhaité exprimer leurs critiques et leur ras-le-bol, mais ont été freinés par la peur, tandis que des comptes Facebook pro-gouvernementaux affirmaient que toutes les déclarations officielles étaient exactes. Par la suite, après l'incarcération de Rina Rakoutoumang et de son époux à la prison d'Adan Mour, une rumeur a circulé annonçant leur libération. Peu après, des photos diffusées sur les réseaux sociaux ont pourtant prouvé qu'ils étaient toujours en détention. L'affaire Raïssa Razaïvoul a également suscité de vives controverses. Sortie de prison, elle circulait librement alors qu'elle était censée purger une peine. Certains ministres ont tenté de la disculper, allant jusqu'à affirmer qu'elle était innocente et victime d'un acharnement. Face à l'intensification des critiques, une déclaration officielle a ensuite annoncé que Raïssa Razaïvoul devait être réincarcérée. D'autres sources ont affirmé qu'elle était déjà de retour en prison, tout comme le député Romeo Ramanathan de Swavanjinitassi. Les observateurs attendaient alors des preuves visuelles confirmant leur détention, comme cela avait été le cas pour le couple Rakoutoumang, mais aucune image n'a été publiée jusqu'à présent. Parmi les éléments ayant également inquiété les fonctionnaires depuis le début de cette transition figure l'annonce imminente de l'épuisement des caisses de l'État. À la surprise générale pourtant, le régime a réussi à verser une prime de 310 milliards par fonctionnaire, en plus des importantes primes annoncées par écrit pour certaines institutions. Sans même évoquer les nombreuses nominations de hauts fonctionnaires en région annulées en moins de 2 semaines, ces exemples illustrent clairement une constante. Les dirigeants se contredisent fréquemment dans leur prise de décision. Dans le reste des actualités locales, page culturelle, voici les activités culturelles prévues pour ce week-end. Ce soir, à partir de 21h, au Jaws Pub, le roi du Salé Xozob animera une soirée spéciale fête du Nouvel An destinée à ses fans. Demain, pour les amateurs de rock, le groupe Irin Blind vous donne rendez-vous au tiers-lieu Impajinumbi. Le groupe créé assurera la première partie du spectacle. Pour les passionnés de comédie show, Soumbenienne sera au Louvre Intanarin pour présenter le spectacle intitulé « Rentrée des Clashs » à partir de 19h30. Après une longue absence, Raboussa fera son retour sur scène demain soir en mettant l'ambiance au Foresto Ivat dès 19h30. Revglit avec Tudantko attend les amoureux de guitare demain à 20h au midi 12 à la Tamati. À 20h30, au No Comment Bar Israk, Laz proposera un spectacle intitulé La Zawazi. Pour le dimanche 1er février, Poup montera sur scène au Petit Palais de Mamasn pour présenter Tenakant 2. Enfin, le groupe RIC se produira au Le Pavé Intannaren à partir de 15h. Les actualités internationales, le chef de la junte au Niger a accusé nommément les présidents français, béninois et ivoiriens d'avoir été les sponsors de l'attaque de l'aéroport de Niamey dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité, a aussi affirmé le chef de la junte, le général Abdourahmane Niati. France 24. Dans ce quartier de Niamey, les habitants sont encore sous le choc. Ils ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi par des tirs et détonations qui ont visé l'aéroport de la capitale. C'est comme si c'était des échanges et après c'était des tirs avec des armes lourdes comme des mortiers,
et c'est des tirs répétitifs. Ces clichés satellites montrent l'aéroport avant l'attaque, puis après, avec des hangars touchés. La junte au pouvoir est restée silencieuse jusqu'à la diffusion de ce reportage par la télévision d'État. On y voit le chef militaire du Niger sur les lieux de l'attaque. Autour de lui, des morts et des prisonniers présentés comme les assaillants. Immédiatement, Abdourahmane Tiani accuse les présidents français, béninois et ivoiriens. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Au contraire, la junte a remercié la Russie pour son aide, partenaire dont elle s'est rapprochée après avoir obtenu le départ des armées françaises et américaines du pays. De leur côté, les spécialistes de la région estiment que cette attaque a été probablement conduite par les djihadistes. Le mode opératoire utilisé y ressemble et les groupes terroristes sont très actifs au Sahel. Ils affrontent régulièrement les autorités nigériennes. Néanmoins, aucune revendication n'a été publiée pour l'heure. Et au Soudan, les musées sont eux aussi victimes de la guerre. Des milliers de reliques et d'artefacts ont été volés ou détruits depuis le début du conflit, selon les autorités qui ont récemment récupéré des centaines de pièces antiques, la plupart provenant du musée national de Khartoum. France 24. Une façade aux vitres brisées et aux murs noircis, envahie par la végétation. À Khartoum, le musée national du Soudan se trouve en état de ruine. Autrefois, des trésors archéologiques millénaires étaient exposés dans ces galeries. Mais aujourd'hui, seules quelques statues, trop lourdes pour être emportées, trônent encore au milieu des décombres. De nombreux trésors ont été volés et plusieurs objets ont tout simplement été détruits ou endommagés. Le bâtiment principal a été touché par des obus. Selon les autorités soudanaises, plus de 22 musées ont été pillés ou détruits depuis le début de la guerre en avril 2023. En tout, plus de 4000 artefacts ont disparu de la circulation, la plupart volés pour être revendus sur le marché noir. Mais le gouvernement dénonce aussi un acharnement conscient de la part des forces de soutien rapide, visant à éradiquer l'histoire du pays. Ces pillages menacent de détruire notre culture et d'effacer notre histoire. C'est une attaque contre l'identité nationale et le patrimoine du Soudan. Après de longs mois d'enquête, les autorités soudanaises ont récemment pu récupérer des centaines de pièces volées, 570 artefacts datant de la préhistoire à la période islamique, qui seront pour l'instant entreposés loin des regards, en attendant la réouverture des musées. Toujours à l'international, en Ukraine, les températures en Ukraine vont descendre dans les prochains jours jusqu'à moins 30 degrés Celsius, a averti hier jeudi l'agence météorologique, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes. Donald Trump a dit avoir demandé personnellement à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes pendant une semaine, assurant que le président russe avait accepté de le faire. Les détails avec France 24. Dans le village de Vilnyansk, voici ce qu'il reste de ce quartier résidentiel ciblé par les drones russes. Toitures arrachées, fenêtres et barrières brisées, cet homme n'a désormais plus de maison. Comment voulez-vous que je me sente? Ma maison a été entièrement détruite. Regardez par vous-même, je suis sous le choc. J'ai passé toute ma vie à la construire et voilà le résultat. Ces frappes russes ont aussi touché des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Conséquence, des coupures d'électricité et de chauffage à répétition, alors que dans les prochains jours, les températures atteindront les moins 30 degrés en Ukraine. Un froid qui empêche par exemple cette centrale électrique totalement gelée de fonctionner normalement. 4 ans après le début de cette guerre à grande échelle en Ukraine, une issue est-elle proche? Lundi, Volodymyr Zelensky a indiqué que son équipe de négociateurs pourrait à nouveau rencontrer celle des Russes et des Américains dès dimanche à Abu Dhabi. En attendant ces nouveaux pourparlers, Donald Trump espérait un geste de la part de Vladimir Poutine,
ce qu'il a obtenu selon lui. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas tirer sur Kiev et sur d'autres villes pendant une semaine et il a accepté de le faire et c'est très bien. Beaucoup de gens m'ont dit ne perds pas ton temps avec cet appel, tu n'obtiendras rien, mais il l'a fait et nous en sommes très contents. Au Kremlin, Vladimir Poutine recevait lui son homologue émirati, hôte de ses premières discussions trilatérales officielles entre Kiev, Moscou et Washington. L'occasion pour le président russe de dire qu'il reste encore beaucoup de travail avant un hypothétique accord de paix avec les Ukrainiens. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.